J'aime beaucoup la figure de la femme puissante, de la femme qui va utiliser des pouvoirs soit pour faire valoir ses droits, soit pour laisser éclater sa rage. Et j'aime beaucoup voir les déclinaisons que les auteurs et les autrices s'accaparent et font rayonner un peu dans toute la littérature. Aujourd'hui, je vais parler de 3 romans qui parlent de la figure de la sorcière. On va dire que les héroïnes ou les personnages féminins de ces romans sont qualifiés de sorcières à un moment donné. Est-ce qu'elles le sont vraiment ? Ça, je vous laisserai le découvrir dans les lectures. Je vais commencer avec le premier roman qui est le premier tome des Mystères de Byton Cove de Laetitia Civi. Nous y suivons une jeune femme qui décide de quitter la France et de partir étudier aux États-Unis dans le cadre d'une classe internationale. Donc elle n'est pas la seule à être d'origine étrangère dans cette classe, je crois qu'ils sont 5 au total, et ils viennent d'un peu partout dans le monde. Elle dit qu'elle est là pour les études et qu'elle a toujours rêvé d'étudier aux États-Unis, et c'est en partie vrai, mais elle est surtout là parce que sa grand-mère, qui est décédée quelques semaines, voire quelques mois plus tôt, lui a fait une demande un peu particulière, celle de déposer un médaillon sur la tombe d'une de ses amies lorsqu'elle était à cette même école qui était alors un pensionnat pour jeunes filles. Sauf que lorsque Ruby se rend au cimetière pour découvrir que la tombe en question, c'est celle d'une meurtrière qui a tué son fiancé, elle tombe un peu de haut. Du coup, comment est-ce que sa grand-mère a pu être amie avec une meurtrière ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette tombe au milieu de la forêt ? Et en plus, nous sommes dans une petite ville proche de Salem, donc vous vous doutez bien que la figure de la sorcière y est quelque peu présente. Je pense que pour les lecteurs et les lectrices de Cozy Mystery, de Cozy Crime, je pense que ce livre peut vous intéresser parce qu'on est typiquement dans cette ambiance-là. On est dans une ambiance très scolaire puisqu'on a quelques scènes où Ruby se déplace dans les couloirs de l'université. Nous avons des moments où elle va faire, entre guillemets, du shopping et où elle va se prendre un café, etc. Vu que c'est en plus dans l'ambiance automnale, on a vraiment tout ce qui appelle au plaid, au mug avec du chocolat chaud ou du café et le petit feu de cheminée. On est vraiment bien dans cette ambiance-là. Ceci étant dit, je ne sais pas si c'est le premier livre de l'autrice ou la première série en tout cas, mais il y a quelques maladresses qui y sont présentes et c'est un peu ça qui m'a empêché de pleinement être convaincue par ce livre et peut-être que je tenterai la suite de la série pour voir si c'est un peu plus développé par la suite. Je n'ai pas énormément de critiques à faire sur la protagoniste, en tout cas, il y a des problèmes qui tournent autour d'elle et je vais en parler par la suite, mais globalement, on est sur une protagoniste qui essaye de faire face au deuil, qui est très compliqué puisque étant orpheline, elle a été élevée par sa grand-mère et donc c'est très difficile pour elle de la voir partir et donc à chaque fois qu'elle fait une action, notamment celle de partir aux États-Unis pour retourner dans cet ancien pensionnat, pour retourner sur les traces de sa grand-mère, c'est typiquement pour essayer de gérer le deuil et pour essayer de faire son deuil comme elle peut. C'est quelque peu compliqué à certains moments du roman, ce qui est totalement compréhensible, et ça, pour le coup, l'autrice a bien réussi à le retranscrire. Il y a quelques moments où on sent qu'elle passe vers une étape et puis qu'elle revient parce qu'au final, la peine que la protagoniste ressent pour la perte de sa grand-mère n'est pas tout à fait résolue, donc on retourne un petit peu en arrière. Ça, pour le coup, c'est vraiment bien fait. Le problème principal que j'ai autour de ce sujet, c'est que nous n'avons pas été spectateurs d'une scène particulièrement affectueuse entre Ruby et sa grand-mère. Nous avons des habitudes de Ruby qui nous montrent qu'elle a du mal à faire son deuil. Par exemple, elle appelle toujours la messagerie de sa grand-mère, même en sachant qu'elle ne répondra pas, mais c'est au moins pour entendre un tout petit peu sa voix et lui permettre d'avoir un soupçon de conversation avec elle puisqu'elle va lui laisser des messages sur sa boîte vocale, mais il aurait peut-être fallu un peu plus développer la relation au travers de flashbacks. Je trouve que c'est ce qui manque énormément dans ce roman parce que du coup on sait qu'elle est attachée à sa grand-mère parce qu'on nous le dit, on nous le montre un tout petit peu, mais on n'a pas de scène très très forte. Par exemple, une scène où sa grand-mère aurait pu lui raconter des choses sur son passé, en restant quand même relativement vague parce que ça fait partie du mystère du livre. On n'a pas de réelle réminiscence du lien qu'il y a entre Ruby et sa grand-mère. Et je trouve que c'est ce qui manque énormément parce que du coup, il y a certains moments où on pourrait presque oublier que, en fait, le sujet principal de ce livre, c'est réussir à faire son deuil d'une relation maternelle et d'une personne chère à son cœur.
L'autre point qui aurait pu être un peu amélioré, c'est le caractère des personnages secondaires, notamment des amis de Ruby, celles et ceux qui font partie de cette classe internationale, parce que, alors, je comprends qu'il a fallu y aller un peu dans les clichés pour les caractériser, pour qu'on ait tout de suite une image d'elles et eux. Typiquement, on a le sportif blondinet suédois, on a l'italienne au sang chaud, on a l'américaine qui est une prodige de la danse classique, si je me souviens bien, ou en tout cas de la danse, et nous avons un asiatique qui est sourd et muet. Ça, en tout cas, c'était assez intéressant parce que, justement, l'autrice aborde le sujet de la langue des signes et comment est-ce que Ruby pourrait mieux communiquer avec lui. J'allais dire que hormis ça, ils sont pas très développés. Justement, le personnage sourd et muet est assez bien développé puisqu'il a une certaine importance dans l'intrigue et c'est lui qui va faire avancer certains schmilblick. Mais pour le reste, il y a certains moments où Ruby se coupe un peu pour enquêter toute seule. Et du coup, on en oublie là aussi un petit peu les personnages secondaires, ce qui est un peu dommage, mais c'est pour mieux aussi mettre en avant le love interest, voilà, qui est lui-même un peu cliché, c'est typiquement le beau gosse américain, qui a un chien, voilà, un berger australien si je me souviens bien. Nous sommes sur une intrigue relativement téléphonée, dans le sens où j'ai très vite compris le pourquoi du comment, parce qu'il y a des morts à un moment donné dans le récit, donc j'en dirai pas plus, mais je n'ai pas deviné qui était l'assassin. Cependant, j'ai très vite compris le nœud de l'intrigue. Parce que ça fait partie des sujets qui m'intéressent. Je n'en dirai pas plus pour éviter les spoils. Il y a aussi quelques maladresses au niveau de la narration, dans le sens où Ruby va dire des trucs. Je me suis dit, mais pourquoi tu le dis si la personne est censée le savoir? Ça, c'était typiquement pour nous donner de la contextualisation à nous, lecteurs et lectrices. Mais voilà, je mets ça sur le dos de la maladresse, je mets ça sur le dos de, éventuellement, c'est le premier roman, c'est la première œuvre de l'autrice, donc je pense très certainement qu'elle a pu s'améliorer sur ces points sur la suite de la série. Et puis si ça lui pose pas de problème, ça lui pose pas de problème à elle, voilà. Je vais maintenant vous parler de Cathy de Michael McDowell. Nous sommes avec Philomela Drax qui vit avec sa mère dans un New Egypt. C'est une petite ville un peu sans le sou, enfin en tout cas Philo et sa mère n'ont pas le sou du tout, elles sont pauvres au point où elles doivent faire des économies sur la moindre chose et dès que sa mère ne travaille pas, c'est un réel poids dans le foyer. Donc le jour où elles reçoivent une lettre du grand-père de Philo, alors qu'il avait complètement coupé les ponts avec sa fille, c'est un peu inespéré, mais la joie des retrouvailles est vite éclipsée par ce que leur annonce le grand-père. Il est mourant et il est dans les mains d'une famille, les Slape, qui n'ont qu'une seule hâte, c'est qu'il change son testament pour qu'il puisse récupérer la fortune du vieux monsieur. Et donc, il demande à sa petite fille Philo de venir se faire passer pour une servante pour essayer de récupérer son argent et peut-être essayer de le sauver avant qu'un accident malheureux ne lui arrive. Oui, parce qu'on est sur ce genre de famille-là. Hein. Les Slaves sont vraiment comme ça. Donc Philo, n'écoutant que son courage et l'appel de l'argent aussi un petit peu, se rend chez son grand-père et va rencontrer Cathy Slape notamment. La particularité de Cathy, c'est qu'elle a un pouvoir de divination et de médiumnité qui fait qu'elle est capable de voir l'avenir chez les personnes qu'elle touche et où elle peut lire les lignes de la main. Lorsqu'elle va le faire avec Philo, en fait, la supercherie va être vite découverte et ça va entraîner beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. En commençant Cathy, j'étais persuadée que j'allais adorer, vu l'amour que je porte pour Blackwater, toute cette série où on suit une famille qui s'entre-déchire, qui se renoue, qui traverse le XXe siècle et qui fait face à des dégâts des eaux, qui fait face à la guerre, qui fait face à énormément de choses. Je m'attendais à retrouver quelque chose comme ça. Et malheureusement, j'ai retrouver la plume et la capacité de l'auteur à nous plonger dans une ambiance, à nous plonger dans une époque. Mais pour le reste, ce fut une jolie déception. J'ai mis pas mal de temps avant de poser des mots sur ce qui me dérangeait sur ce livre. Je le lisais en audio et donc, au fur et à mesure, j'étais contente d'y retourner, mais j'étais pas non plus en mode « il faut absolument que je continue ».
alors que le livre dont je vais vous parler par la suite, là j'avais clairement hâte de retourner à chaque fois le lire. Pour Cathy, du coup, je me posais la question, j'étais en mode mais comment ça se fait que je sois pas autant accrochée que dans Blackwater? Et en fait, j'ai fini par comprendre que j'avais l'impression de lire deux histoires totalement différentes, mais dans un même livre. C'est pas comme si on avait différentes intrigues qui se reliaient constamment l'une à l'autre. Non, là j'avais vraiment l'impression qu'on avait deux intrigues en parallèle qui se croisaient de temps en temps et qui retournaient en parallèle. Ça s'explique par le fait que nous suivons principalement Philo, mais également la famille Snape, mais plus par épisode, plus par touche, je dirais. Et du coup, il y a certains moments où, vu qu'ils ne sont pas rapprochés en termes d'espace, à certains moments dans l'intrigue, Philo et les Snape sont quand même dans deux villes différentes, voilà, ou dans deux quartiers différents. Ils suivent deux intrigues totalement différentes. Nous avons Philo qui suit une intrigue typiquement de la misère à la richesse. Elle commence dans la pauvreté et au final, elle va gravir les échelons, reperdre de l'argent, regagner de l'argent. Voilà. Pour le coup, l'auteur arrive à bien faire monter et descendre la tension pour que ça devienne vraiment entêtant et qu'on ait envie de savoir comment elle va sortir des différentes situations dans lesquelles elle se trouve. Et du côté des Snape, nous sommes plus sur une intrigue sur les excès malheureux parce qu'ils sont obsédés par l'argent, ils sont obsédés par l'idée de devenir riches, de pouvoir faire absolument ce qu'ils veulent et de pouvoir sortir quand ils veulent, où ils veulent, avec énormément d'argent. Leur but pendant un long moment, c'est de continuer à zigouiller des clientes de Cathy et de dépouiller aussi ses clientes pour accumuler un maximum d'argent. Mais du coup, il y avait de temps en temps, on se disait, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on suit deux intrigues, deux histoires différentes? J'avais vraiment l'impression que l'auteur n'avait pas réussi à imbriquer les deux récits, parce que il est tout à fait possible d'intégrer ces deux histoires en une histoire. Mais du coup, les chemins ne se croisent que quelques fois. En fait, ce qui m'a beaucoup dérangé dans le personnage de Philo et dans son intrigue, c'est que je m'attendais à une intrigue de vengeance. Parce que vu ce qu'elle se prend dans la tronche, elle pouvait. C'est pas acceptable, on est bien d'accord. Mais ça aurait été beaucoup plus logique, à mon sens, qu'on parte sur une intrigue de vengeance et en fait, on part simplement sur une intrigue où elle va passer de la pauvreté à la richesse. Ce qui m'a beaucoup déçue. Voilà, je m'attendais vraiment à autre chose. Et peut-être que pour le coup, si ça avait été une intrigue de vengeance, l'auteur aurait vraiment réussi, je pense, à inclure vraiment les deux histoires et à les construire en parallèle sans qu'il y ait autant d'espace vide entre certains épisodes et entre certains chapitres, parce qu'il y a certains moments où on en vient à oublier carrément les Snape, ou on en vient à oublier Philo. Un peu moins Philo, puisque on suit un peu moins souvent les Snape, mais ouais, pour ce qui concerne les Snape, en tout cas, il y a certains moments où on pouvait presque oublier leur existence, ce qui est vraiment dommage. Et surtout, un des problèmes que j'ai vu avec Philo, ça, je sais pas si c'était voulu, je sais pas si... je pense que c'était voulu, mais du coup, j'y suis pas adepte. C'est que Philo, au contraire des Snape qui sont très actifs, comme je vous disais, dans leur intrigue, puisque ils vont tuer des gens et ce genre de choses, donc ils sont très actifs dans leur intrigue. Philo, au contraire, est assez passive et elle ne fait que réagir à des choses qui lui arrivent. Parce que du coup, il y avait certains moments où elle était au fond du puits, au fond du gouffre, et là, d'un coup, il a suffi qu'elle croise la bonne personne au bon moment. Alors des fois ça peut arriver, on est d'accord. Mais quand ça arrive 3-4 fois dans le roman, à chaque fois qu'elle a un problème, il y a un peu le Deus Ex Machina de la richesse qui arrive avec certains costumes, certains attraits différents, mais j'ai trouvé qu'il y avait une certaine redondance. Et du coup, la fin m'a aussi un peu déçue, parce que pour le coup, j'ai eu un peu cette impression de tout ça pour ça. Et autant il y avait un espèce de petit côté jubilatoire sur certaines scènes, pour celles et ceux qui l'ont lu, voilà, vous comprendrez peut-être de quoi je parle, mais autant je me disais, c'est ma première déception de l'année, je suis vraiment triste. Je suis surtout triste que ça arrive sur du Michael McDowell, parce que vu comment j'ai adoré la série Blackwater et que là, pour le coup, je ne pouvais pas attendre, je devais me procurer le tome qui sortait et le lire dans la foulée parce que je ne pouvais pas attendre,
Cathy, là pour le coup, ça a pas été un grand succès. Il me reste encore dans ma palle, sans compter les livres que je peux écouter avec mon application audio, il me reste Les Aiguilles d'Or, qui je pense peut-être un peu plus chouette, puisque là on est sur plutôt du gang, plutôt de la vengeance, etc. Donc ça peut être sympa. Et pour le troisième livre, là pour le coup, je sais pas encore si c'est un coup de cœur. En tout cas, il est très très proche et ça a été une excellente lecture. Il s'agit des Sœurs Hollow de Crystal Sutherland. Sutherland. C'est un peu compliqué pour la francophone que je suis de prononcer son nom de famille, mais j'y suis arrivée. Il y a un mystère qui tourne autour des Sœurs Hollow. Pendant tout un mois, les 3 Sœurs Hollow sont portées disparues. Elles disparaissent le soir du 31 décembre et elles reviennent au début du mois de février, dans la même rue, au même endroit où elles ont été vues pour la dernière fois par leurs parents. Leur disparition et leur réapparition ne sont absolument pas explicables, puisque la rue n'offre aucune possibilité pour les filles de rentrer ou sortir, et surtout de disparaître à la vue de leurs parents en quelques secondes. Il n'empêche que ça s'est passé avec ces 3 sœurs, et que ça fait 10 ans qu'elles vivent avec ça, et qu'elles vivent avec des changements particulièrement étranges sur leur apparence. Leurs cheveux bruns ont viré au blond, et leurs yeux, qui étaient plutôt marrons, sont devenus noirs. Et au fil des années, les 3 sœurs ont développé une espèce de pouvoir d'attraction auprès des autres, que l'aînée tire à son avantage. Grey est devenue mannequin connue internationalement, elle a des millions de followers sur Instagram et elle en joue. Nous avons Vivi qui, au contraire, a décidé d'essayer de rejeter ce pouvoir d'attraction et cette beauté impénétrable qui les caractérise maintenant, puisqu'elle vit dans un environnement plutôt underground. Elle fait partie d'un groupe de rock punk, elle s'est rasé les cheveux, elle s'est fait des tatouages, des piercings, elle fait tout pour s'en les dire. Malheureusement, là pour le coup, ça joue pas en sa faveur parce que elle est tout aussi belle que ce soit avec ses modifications corporelles ou non. Et nous avons la troisième, la protagoniste, celle que nous allons suivre, Iris, qui est lycéenne et qui, elle, ne sait pas comment gérer ce pouvoir parce qu'elle a eu des anecdotes qui ont fait que ce pouvoir lui a fait extrêmement peur, à raison. Et d'un autre côté, elle envie sa grande sœur, son aînée, parce que, elle aurait envie d'être comme elle a envie de marcher sur ses traces, elle a envie de suivre son exemple, mais est-ce qu'elle aurait les épaules pour ça? Elle en est pas tout à fait sûre. Et les Sœurs Hollow vont malheureusement faire à nouveau les gros titres sur les journaux à scandale, puisque Grey, donc la sœur aînée, disparaît, on ne sait pas où elle n'a pas donné signe de vie depuis 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la malédiction des Sœurs Hollow se répète? Je vous disais que pour Cathy, je ne ressentais pas ce manque dès que j'arrêtais d'écouter le livre audio parce que je me disais, j'ai arrêté mon chapitre, c'est bon. Pour les Sœurs Hollow, je faisais tout pour ne pas arrêter ma lecture. C'est-à-dire que ce livre fait, je crois, 8 heures en audio, je crois. Je l'ai lu en 1 semaine. En un peu moins d'1 semaine même, puisque je l'ai commencé le lundi, je l'ai fini le vendredi. J'ai été absolument charmée par la plume de l'autrice parce que elle a réussi à mettre énormément l'accent sur le sens de l'odorat. Et c'est quelque chose qui est assez rare. Hormis la vue, il n'y a pas énormément de sens qui sont développés dans les livres. Là, pour le coup, dans les Sœurs Hollow, nous avons un accent particulier sur l'odorat et c'était absolument sublime. Bon, on va pas se mentir, c'est pas pour des senteurs de jasmin et d'orchidées, hein. C'est plus pour de la pourriture et du bois moisi, des cadavres en putréfaction à certains moments, mais ça sert l'intrigue et ça sert tout l'univers qui est développé autour. Et même si il reste encore des zones d'ombre qui n'ont pas été éclairées et ça pourrait même valoir une suite, à ce point-là. Je me dis que l'intrigue en tant que telle, qui parle aussi du deuil, qui parle aussi de la reconstruction, qui parle de se trouver une identité après un événement traumatique qui s'est passé, j'ai trouvé que c'était bien mené. Et nous avons également des scènes de course-poursuite assez haletantes, puisque les Sœurs Hollow sont poursuivies par un homme torse nu qui porte un masque de crâne de taureau. Et qui est absolument menaçant, parce que on sent pourquoi il est là. Et il n'est pas là pour leur faire des bisous. Absolument pas. Je pense que les zones d'ombre et les manques dont je vous parlais à l'instant, ça s'explique
très certainement par le folklore qui est utilisé dans ce roman, puisque si je me trompe pas, l'autrice est britannique. En tout cas, l'intrigue se passe en Angleterre, à Londres et Édimbourg également. Donc, on a tout ce côté folklorique de l'Angleterre avec justement des créatures qui habitent les légendes d'Angleterre. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être ce manque de connaissances qui fait qu'il y a certains moments, je me suis dit, ouais, mais du coup, qu'est-ce que c'est ? La protagoniste est vraiment touchante dans son intrigue de découverte de son identité et d'essayer de se définir elle-même. Mais ses sœurs sont également très attachantes et petit cœur particulier pour Vivi, parce que vraiment, je l'ai beaucoup aimée. Je dirais que pour les sœurs Holo, c'est un peu le même sort qui leur est réservé que pour Le Glouton de Eke Blackmore. C'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit un coup de cœur, mais je pense que c'est une lecture qui m'a suffisamment marquée, qui m'a suffisamment plu pour faire partie de mes éventuels coups de cœur de l'année. Voilà, on en est à ce stade où s'il n'est pas sur le podium, il est vraiment pas très loin derrière. Parce qu'il y a cette plume qui met en avant le sens de l'odorat, nous avons cette plume aussi très poétique qui réussit à mettre en mots des sentiments complexes et des émotions complexes envers notre protagoniste. Oui, vraiment, c'est un roman maîtrisé et qui ravira, je pense, les personnes qui aiment l'horreur, assez affirmée quand même, hein, puisque, comme je vous disais, on a cette histoire d'odeur qui vient un peu nous révulser à certains moments, qui n'est pas non plus glauque au point de nous montrer des boyaux. Hein. On est quand même sur plus de l'horreur psychologique. En tout cas, je suis très contente de l'avoir lu et à voir s'il fera partie de mes coups de cœur de l'année ou pas. J'espère que cette vidéo sur les sorcières vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, booster la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi les sorcières font partie des archétypes de personnages qui vous intéressent et qui vous fascinent le plus. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.